Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Média TV en direct pour On se dit tout, et c'est l'émission qui pense à votre mieux-être et à votre développement personnel et professionnel et surtout au bien-être des familles. Alors, deux éléments assez critiques que l'on traitera ce soir pour vous. Le sommeil des tout-petits, c'est avec vous Maysoun Rahmouni. Bonsoir Maysoun, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, ça va très bien, merci. Vous allez bien, vous êtes accompagnatrice en périnatalité, donc on va parler du sommeil des tout-petits, pourquoi parfois ça peut être compliqué, et qui dit sommeil des tout-petits réglé veut dire aussi bien-être des parents également en parallèle. Et ensuite, on va enchaîner sur un autre sujet avec Amal Hassoun, qui est formatrice certifiée en discipline positive. Bonsoir Amal, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, alhamdoulilah, très bien. Bien très bien. installée. Super. Parfait. Et avec vous justement ce soir, c'est... On serait mieux avec vous, mais c'est voilà. Vrai. Je vous l'accorde. Vous savez, j'expliquais tout à l'heure en régie avant de démarrer, je disais, avec les différents intervenants de On se dit tout, on a finalement tissé des relations au-delà de l'expert ou l'experte qui arrive, mais ça fait quelques saisons déjà qu'on travaille ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble, en direct sur le plateau ensemble, donc on se connaît bien, et donc c'est vrai que vous m'avez tous manqué. Merci beaucoup Amal, vous êtes formatrice certifiée en discipline positive, on va vous demander de patienter un petit peu pour s'occuper des ados à la maison, mais d'abord on revient sur le sommeil. C'est avec vous Maysoun Rahmouni. Donc l'histoire du sommeil des bébés, on va dire ça impacte toute la famille. Quand les bébés, les enfants ne dorment pas bien, c'est bien sûr aussi les parents qui passent de mauvaises nuits. Et donc là on s'est dit, c'est jeudi, les parents ont sûrement envie de récupérer avec le week-end qui arrive, mais quand on a un bébé à la maison qui ne dort pas bien, ben finalement on enchaîne la fatigue semaine, week-end, etc. Alors, de par votre expérience, et les parents, beaucoup se posent cette question, à partir de combien de mois, logiquement, ou vers quel âge, un bébé est supposé commencer à faire ses nuits ? Écoutez, en tout cas, déjà il faut s'entendre sur le faire ses nuits, parce qu'il y a beaucoup de soucis de compréhension dans le faire ses nuits. Quand on parle d'un bébé qui fait ses nuits, c'est un bébé qui peut tenir toute la nuit sans se nourrir, sans manger. Donc normalement, quand on a une grossesse normale et qu'un bébé est né à terme et qu'il n'a pas de soucis médicaux particuliers, on est sûr qu'à partir de 5-6 mois, il peut tout à fait tenir toute la nuit sans manger. Déjà ça d'une part. Par contre, il y a des bébés qui effectivement arrivent à écoutez, ça dépend des enfants, mais généralement, ça peut être en tout cas un rythme d'un enfant de 2, 3, 4, 5 mois. En général, ils doivent dormir idéalement entre 19h30 et 20h30 jusqu'à peu près 6h, 7h du matin. À peu près. Donc ça, c'est un rythme justement d'un enfant qui peut faire ses nuits. À partir de 5-6 mois, on sait qu'un enfant peut tenir toute la nuit sans manger. D'accord ? Okay. Donc maintenant, c'est à partir de là qu'on peut coacher et apprendre aux enfants en toute tranquillité à dormir correctement et toute la nuit. Ça ne veut pas dire qu'un enfant plus jeune ne peut pas faire ses nuits ou ne peut pas dormir toute la nuit. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'à partir de 2-3 mois, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 2-3 mois, on a un rythme qui se met en place chez l'enfant, on a des habitudes qui se mettent en place, et généralement, c'est autour de cet âge-là que les enfants peuvent améliorer les nuits. Peut-être s'ils ne les font pas encore complètement, mais déjà, ils peuvent avoir de meilleures nuits, et donc les parents peuvent récupérer un petit peu plus. C'est ça, c'est que vous dites à partir de 5-6 mois, on peut commencer à coacher son enfant. Alors, je suis sûre que beaucoup de parents ont envie d'avoir tous ces outils. Par quoi ça passe ? Alors, ça passe par plusieurs choses. Donc déjà, ça passe par une compréhension du sommeil. C'est important déjà de comprendre comment fonctionne le sommeil, d'avoir des attentes réalistes par rapport à l'enfant. C'est pour ça que je vous dis déjà, une maman qui m'appelle à 1 mois, qui a un enfant de 1 mois ou de 2 mois et qui attend que son enfant dorme ou qui voudrait lui apprendre à dormir, généralement, je lui dis d'attendre un petit peu et de revenir me voir un petit peu plus tard. Mais à partir de 5-6 mois, on peut effectivement commencer à apprendre aux enfants à dormir. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de mettre en place de bonnes habitudes
habitudes qu'on peut commencer déjà à mettre en place dès le plus jeune âge. D'accord? Donc qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va être de sécuriser un maximum cet enfant. Ça va être de lui prévoir une journée qu'on dit sécurisante, c'est-à-dire une journée avec un maximum de repères spatio-temporels. Donc ça va être une journée où il a le plus de repères possible, une journée qui se répète, vraiment ce qu'on appelle une journée routinière, parce que ça c'est hyper sécurisant pour un enfant et ça lui facilite tous les apprentissages. Donc ça d'une part. D'autre part, ce qui est important aussi de mettre en place, c'est de connaître le rythme de l'enfant, parce qu'il faut savoir qu'il évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Donc ses cycles de sommeil vont s'allonger en fonction de son âge. Son sommeil va être un petit peu différent, donc c'est important de le comprendre pour mettre en place les bonnes choses. Et ça va être important aussi de savoir à quel moment intervenir. C'est-à-dire que assez tôt, à partir de 2-3 mois, une des bonnes habitudes à mettre en place, par exemple pour les mamans qui peuvent pas encore coacher leur enfant, mais au moins une des bonnes habitudes à mettre en place, c'est par exemple de dissocier la nourriture du dodo. C'est-à-dire que passer les premières semaines où les enfants s'endorment souvent au sein ou au biberon ou avec une tétine, c'est important que petit à petit on leur laisse l'occasion d'apprendre à dormir. D'accord? Okay. Et leur laisser l'occasion, ça veut dire de faire en sorte qu'ils ne s'endorment pas au sein, au biberon. Alors, je voudrais rebondir sur un point qui est essentiel. Vous dites il faut offrir à l'enfant, au bébé, une journée rythmée et sécurisante. Mais en même temps, on sait que beaucoup de mamans, pendant cette période-là, sont un petit peu angoissées, anxieuses par rapport à leurs enfants. Elles sont pas, surtout si c'est une première grossesse, elles ne sont pas forcément à l'aise dans ce rôle parce que c'est un métier qu'on est en train d'apprendre sur le tas et donc même cette séparation est compliquée pour les mamans. Donc le travail sur la maman, sur le papa, sur l'entourage est essentiel aussi avant de commencer à travailler avec le tout petit, si j'ose dire. Oui, clairement. Alors ça, c'est essentiel. C'est pour ça que dans mon approche, je vous dis que le sommeil, je considère vraiment le sommeil comme une compétence. Donc, faut comprendre comment fonctionne le sommeil et laisser l'occasion à l'enfant d'apprendre à dormir seul. Mais aussi, il faut travailler sur soi en tant que parent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quelle est l'attitude qu'on doit mettre en place pour aider notre enfant. Donc, c'est clairement une maman qui est pas à l'aise qui associe en tout cas les nuits avec une séparation ou qui angoisse au moment où la nuit tombe, forcément aura du mal à sécuriser cet enfant-là. Donc c'est important justement de prendre du recul par rapport à son bagage à soi et après à comment apprendre à l'enfant à dormir correctement. Donc clairement, moins on est angoissé, mieux ça se passe. Et c'est valable pour tous les apprentissages, pour le sommeil, comme pour la marche, comme pour beaucoup de choses. Quand on arrive à prendre du recul et qu'on réagit pas trop vite, plutôt de façon tranquille et qu'on prend toujours un peu de recul par rapport à ce qui se passe, forcément on rassure aussi on arrive à rassurer mieux un enfant que quand on arrive en courant à son chevet, dans son lit, qu'est-ce qui se passe, affolé, forcément c'est des choses qu'on transmet. Alors justement, quand le petit se met à pleurer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller le voir affolé justement? Est-ce qu'il faut aller le voir tout court? Supposons par exemple qu'il ne dort pas avec nous dans la même chambre. Alors, ça entraîne une autre question. À partir de quand il faut séparer physiquement les parents du bébé? Alors, écoutez, à ce sujet, vous allez entendre plein de choses. Moi, je suis pour le choix des parents. C'est-à-dire que moi, j'interviens pour changer les choses à partir du moment où c'est problématique. Donc, c'est-à-dire qu'une maman qui a envie de garder son enfant avec elle dans sa chambre et que ça ne lui pose pas de problème et que ça lui plaît, elle peut le garder jusqu'à ce que ça commence à la déranger. Donc, il n'y a pas de date limite. En tout cas, c'est pas ça qui fera que l'enfant dormira plus ou moins bien. On n'a pas besoin, pour qu'un enfant apprenne à dormir, forcément à ce qu'il soit en dehors de la chambre des parents. Ça va aider d'avoir un cadre de sommeil qui se répète, un cadre de sommeil qui est tout le temps le même, clairement un cadre de sommeil au calme, mais ça ne nécessite pas forcément d'être éloigné de ses parents si ça ne nous convient pas. Pour qu'on apprenne correctement un enfant à dormir, il faut déjà qu'on soit à l'aise dans ses choix et que ce soit quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Une maman qui a envie de garder son enfant à côté d'elle et qui se force à l'emmener dans sa chambre alors qu'elle ne le vit pas bien, c'est une maman qui aura du mal, qui aura toujours des problématiques de sommeil parce que justement elle est pas à l'aise avec ça. Donc elle pourra pas être sécurisante. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, il faut travailler sur sa sécurité aussi, et ça commence par le fait d'être à l'aise avec ses choix. C'est ça, accepter. Donc vous disiez par exemple, donc, pour revenir à la question par rapport. Choisir en fonction de ce qui rassure aussi. Il faut partir sur ses choix, il faut se décider. Exactement. Oui, alors là aussi, il faut faire attention. Ce qui est rassurant pour nous n'est pas toujours bon pour l'enfant. C'est là où il faut faire la différence. Mais il faut s'écouter et faire comme on a envie.
Il ne faut pas s'approprier des expériences qu'ont les autres mamans autour de nous, parce que ce n'est pas toujours valable pour nous. Il ne faut pas s'imposer des choses tant que ça ne nous convient pas. J'encourage toujours les parents, c'est à eux, en tout cas quand ils me posent ce genre de questions, je leur demande qu'est-ce que eux ont envie de faire, comment eux voient les choses, parce que c'est déterminant dans la réussite, enfin de l'apprentissage en général. Donc pour ça que je préfère que ça vienne d'eux et que ce choix vienne d'eux. Ok. Alors, justement, supposons qu'à partir de 5... Justement, la question par rapport voilà, aux pleurs. c'est ça, 5 mois, 6 mois, on commence à sécuriser la journée. Donc, si on a bien compris, en fait, pour qu'un bébé puisse faire sereinement ses nuits, ce n'est pas que le soir que ça se travaille, c'est toute la journée. C'est on met un rituel. Et souvent, on parle du rituel du sommeil, mais pour vous, le rituel, c'est toute la journée. C'est-à-dire que c'est vraiment répétitif. On instaure une routine de sérénité et de repère pour le tout petit. Et donc, c'est ce qui va l'amener finalement vers un sommeil plus serein. Maintenant, on a installé tout ça, etc. Et le soir, il se met à pleurer. On fait quoi ? Alors, donc déjà exactement, c'est comme vous l'avez dit, l'idée c'est que la journée est déterminante pour les nuits. On ne peut pas, et l'idée c'est que pour qu'un enfant enchaîne les cycles de sommeil et ne se réveille plus la nuit, il faut qu'il apprenne à s'endormir seul. D'accord ? Quand je dis seul, c'est sans le sein, sans le biberon, sans le bercement, sans tout ça. Donc pour qu'on y arrive sereinement, il faut que la journée soit répétitive et sécurisante. C'est ça qui est important. C'est pour ça que la journée est déterminante. Alors maintenant, quand on a un enfant qui pleure le soir, déjà quand on a mis en place d'abord cette première routine sur la journée et qu'on a des habitudes qui sont bien adaptées à son âge, que l'enfant dort suffisamment aussi sur la journée et qui fait un nombre suffisant de siestes en fonction de son âge, on sait déjà qu'on peut lui apprendre à dormir tranquillement tout seul. Donc on saura en tout cas d'où viennent les pleurs. Ça nous permettra de savoir pourquoi cet enfant-là pleure. Est-ce qu'il pleure juste parce que c'est un changement dans son habitude de sommeil ou c'est pour autre chose. Mais quand on a bien organisé sa journée, on peut attaquer sereinement le sommeil, l'apprentissage du sommeil un petit peu autonome. D'accord ? Okay. Et donc s'il se met à pleurer, l'idée c'est qu'en aucun cas on laisse pleurer cet enfant. Il ne faut pas le laisser pleurer tout seul dans son coin. Par contre, il faut accepter qu'il pleure juste parce que c'est un changement d'habitude. Et l'enfant, c'est son seul moyen de communication. Pour dire qu'il est surpris par ce changement, il va pleurer. Pour dire maman, qu'est-ce que tu es en train de faire, je comprends pas, il va pleurer. Pour dire non, je suis pas content, je préfère dormir au sein, il va pleurer. Et nous, l'idée, ce que je recommande moi en tout cas, c'est à aucun moment de le laisser pleurer, de le calmer à chaque fois, mais de toujours revenir avec cette façon de l'endormir, avec cette occasion de s'endormir seul. Donc on le calme et on réessaye, on redonne l'occasion. On recalme et on réessaye et on accepte le fait que cet apprentissage-là se fait avec du temps et avec un petit peu de persévérance. Vous voyez, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a essayé ça une fois que l'enfant a pleuré que ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Du tout. Ça veut dire qu'il faut le calmer et il faut l'accompagner dans l'apprentissage. C'est comme pour marcher. Un enfant ne peut pas apprendre à marcher s'il ne tombe pas quelquefois. Il faut se donner aussi un petit peu de temps et il ne faut pas douter de ce qu'on met en place. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il voit que parce qu'il pleure, les parents se mettent à essayer tout un tas de choses, se dire je vais essayer les bras, ah non il pleure encore, je vais essayer le sein, et puis ah non, là il est en insécurité totale. On fait l'effet inverse de le rassurer. Par contre, si on se dit, je sais qu'il pleure parce que je suis en train de changer les choses, je vais l'aider à se calmer, mais par contre, moi, je ne change pas. Je suis un repère pour lui. J'ai toujours une façon de faire, une seule façon de l'endormir et qui est toujours la même. À partir du moment où ça devient une routine pour lui, qui voit que sa maman ne change pas de comportement, c'est là où il s'apaise et il se laisse aller et donc, du coup, qu'il est ouvert pour un nouvel apprentissage, ouvert à faire cet effort de s'endormir seul. Parce que pour lui, c'est un effort au début tant qu'il ne sait pas faire, qu'il ne maîtrise pas la compétence. Alors, Maysoun, quand vous dites l'endormir, c'est pas le bercer, c'est pas l'endormir dans les bras, bien sûr. Alors, idéalement, non. Idéalement, apprendre un enfant à dormir, c'est lui apprendre à se calmer seul et s'endormir seul dans son lit, dans le cadre de sommeil. Parce que tant qu'il ne sait pas faire ça, à chaque fois qu'il va se réveiller, il aura besoin de retrouver les conditions initiales d'endormissement. Donc un bébé qui s'endort au sein, chaque réveil nocturne, il a besoin du sein. Et ça crée des réveils parce que entre chaque cycle de sommeil, les bébés se réveillent, comme nous les adultes. On se réveille, on ne dort jamais toute la nuit, mais on sait se rendormir sans trop d'intervention. C'est pareil pour les bébés, ils ont des nuits où ils se réveillent et s'ils se retrouvent dans un autre contexte, ils sont dans le lit alors qu'ils se sont endormis dans les bras ou au sein, forcément ils pleurent. Ils sont en insécurité, ils ne savent pas où est-ce qu'ils
qu'ils sont. Donc forcément, ils pleurent et il faut refaire la même chose à chaque fois qu'au premier dodo. Et donc c'est pour ça que plus le dodo se fait sans intervention de la part de la maman, plus l'enfant apprend à enchaîner les cycles. Parce qu'il est juste dans le même contexte. Il a fait l'effort une première fois, il était dans son lit, il se réveille, il a juste à refaire l'effort et il est à l'aise avec son contexte, avec tout son cadre. Et il devient beaucoup plus autonome. Merci infiniment, Maysoun Rahmouni, d'avoir été là en direct sur Médien TV pour les parents. J'espère que ça les a rassurés. Avec très grand plaisir. Je suis sûre qu'on aura d'autres sujets avec vous, notamment lorsque finalement le bébé a plus qu'1 an, 2 ans, et qui ne fait toujours pas ses nuits. Et il y a ces cas de figure aussi, sans pour autant que ce soit vraiment grave, mais il y a peut-être aussi des pistes pour accompagner les parents. On vous libère, merci beaucoup. Vous êtes accompagnatrice en périnatalité. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Maysoun, bonne soirée. Et on prend le relais avec vous, Amal Hassoun, formatrice certifiée en discipline positive. Comment ça va, Amal? Parfaitement bien, alhamdoulilah. Alors avec vous, c'est un autre volet, on le disait avec Nadia tout à l'heure, ma collègue, on disait le double challenge des parents. L'ado, avec toute la problématique de l'adolescence, et cet ado qui est à la maison, avec l'école à la maison, comment on l'encadre, voilà, il ne faut pas trop être intrusif, mais en même temps, il faut superviser en tant que parent. Donc, est-ce que vous avez, on va dire, des demandes de la part des parents dans ce contexte-là? Mon ado est à la maison, il fait l'école de la maison, aidez-nous. Forcément, c'est déjà des demandes d'accompagnement par rapport à un ado. Ça c'est omniprésent, c'est tous les chamboulements qui se produisent chez un ado, ils n'ont pas disparu avec l'école à la maison, bien au contraire, c'est toujours là. D'accord? Donc il y a ce volet-là qui est important et donc très souvent ce sont des chamboulements que les parents n'arrivent pas forcément à intégrer. On a beau en parler, ils ont beau lire, ils ont beau se former, mais quand il s'agit de leur propre ado, ça devient plus compliqué, c'est pas facile, il y a beaucoup de charges émotionnelles et donc c'est pas facile à gérer. Bien entendu, nous sommes en plus dans un contexte qui ne facilite pas les choses, il y a beaucoup d'anxiété dans l'air. On sait très bien par rapport à la maladie, par rapport à la crise économique, tous ces problèmes viennent accentuer cette tension qui peut être déjà présente à la maison et qui va être renforcée par la présence d'un ado. Tout à fait, absolument. Donc oui, il y a des demandes. En plus, comme vous l'avez dit, l'école à la maison, déjà l'école c'est un problème pour pas mal de parents. La relation école-ado c'est pas simple, comment ne pas être intrusif comme vous l'avez dit, mais aussi ils sont à la maison. Et ça, c'est un chamboulement encore de plus, avec tous les autres chamboulements de l'adolescence. D'accord ? C'est ça. Alors on commence par où? Qu'est-ce qu'il faut attaquer? Donc, c'est un chantier très vaste, assez complexe. Le contexte, vous l'avez dit, n'améliore pas les choses parce que l'état d'esprit aussi des parents n'est pas forcément serein. On arrive un petit peu dans ce contexte déjà fragilisé un petit peu émotionnellement. Donc, par où commencer? Déjà dire que l'adolescence est toujours un moment pas simple pour les parents, mais aussi pour l'adolescent qui subit tellement de chamboulements, on le sait très bien, mais moi je trouve que il faut toujours insister pour que le parent comprenne qu'il ne s'agit pas que de son ado, que c'est l'adolescence d'une façon générale. Les transformations physiques, les transformations physiologiques qui sont là, on reconnaît plus son ado physiquement, les besoins de cet ado vont changer, ils vont évoluer. On a des besoins biologiques qui vont être différents. C'est-à-dire, on avait un enfant avec des besoins en sommeil, un besoin alimentaire. Là, on a les besoins qui vont évoluer. Et en plus, il y a d'autres besoins qui apparaissent avec l'âge. Et bien entendu, ce qui était important pour l'ado quand il était enfant, avant de passer par cette phase, il y avait la place des parents qui était très importante. Et cette place, les parents, ils ne juraient que par ce que disaient et pensaient ses parents. Et hop,
là, on devient carrément, on sent que on devient presque un fardeau pour notre ado, on devient encombrant. S'il pouvait nous mettre dans un placard, qu'il nous fasse disparaître pour qu'on lui fasse pas la honte. Et ça, c'est hyper difficile pour les parents à accepter. Mais en fait, c'est pas le parent qui devient encombrant, mais c'est cette relation, parce que nous, en tant que parents, on continue à poser un regard sur notre enfant, un regard de parent. C'est notre petit bébé, même s'il a grandi, ça reste notre enfant. Et lui, il n'assume plus du tout ce regard que l'on pose sur lui. Et alors, bien sûr, va arriver un grand besoin d'autonomie. C'est ça. Par rapport à cette autonomie, justement, l'école à la maison, c'est quoi? Ils supportent pas qu'on leur dise: est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as bien révisé? Est-ce que tu as suivi tes cours à distance? Ça, c'est vraiment la problématique supplémentaire. C'est vraiment le grand problème, parce que l'ado, sa grande quête, c'est la quête de l'autonomie. Et là, quand il est à la maison, devant ses parents, et c'est l'école, comment un parent pourrait garder et maintenir cette autonomie sans être intrusif, sans abandonner son ado, parce que l'ado, il a besoin de son parent, mais il n'a plus besoin de la même relation. Il y a besoin de faire évoluer cette relation, c'est-à-dire que l'enfant, ce besoin d'autonomie, il a besoin de faire tout seul. Mais en même temps, quand on n'a pas accompagné cet enfant à faire tout seul, on se retrouve bloqué, on se trouve dans une impasse. Donc vraiment, tout ce travail qui a été fait ou pas d'autonomie, c'est le moment de s'arrêter et de se dire: qu'est-ce que je peux faire si c'est fait bien sûr, de développer cette compétence. Tout à l'heure, on a parlé de la compétence du sommeil. Là aussi, c'est une grande compétence que l'enfant doit acquérir pour s'envoler. Et moi, je pense que cette opportunité, elle est triste. C'est à cause du Covid qu'on se retrouve avec l'enseignement à distance et ce besoin d'autonomie qui est là. Mais profitons-en pour accompagner l'enfant, pour lui développer ces compétences-là, et que l'on se pose en tant qu'éducateur, qu'on fasse pas l'enseignant à la maison. Quand l'enfant est présent à la maison pour ses cours, eh ben qu'on sache qu'un espace doit lui être dédié pour ses cours. Et quand on dit espace, il doit respecter cet espace. Mais à nous aussi, parents, on doit respecter cet espace. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je donne un cours à distance et que je vois l'enfant en face, l'ado en face de moi, les yeux un peu inquiets, ça veut dire que les parents ne sont pas loin. Il a peur du regard des parents, parce qu'il y a certains parents qui ne respectent pas justement cet espace-là. Et c'est intrusif. Des fois, ils le font pas exprès. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas d'espace et donc l'enfant est exposé. Il est dans un espace commun. Donc, c'est comme on dit, ralblah. Mais protégeons, parce que on n'est pas censé entendre la mauvaise réponse. Parce que quand l'enfant a donné une réponse et qu'elle n'est pas bonne, ça peut irriter. Moi, j'ai des enfants qui me disent: moi, j'ai peur de donner la réponse parce que j'ai l'impression que ma mère ou mon père ne sont pas loin et qui vont me reprocher d'avoir donné la mauvaise réponse, et pourquoi un tel a donné la bonne réponse et pas toi. Donc c'est un peu compliqué. Autant ce qui se passait à l'école et en classe, c'était complètement protégé parce qu'on était leur environnement. Autant là, quand ils sont à la maison, les parents ne sont pas très loin, et ça peut créer, si le parent ne comprend pas que cet espace est sacré pour l'enfant, ça va devenir un bras de fer avec l'enfant. Il peut, parce que c'est un âge aussi où il se sent capable d'acquérir lui-même son autonomie. Il est devenu grand. Il est aussi grand que ses parents, donc ça peut devenir un rapport de force.
Merci infiniment, Amal Hassan. Avec plaisir, J'espère que ça va pousser un petit peu à la réflexion. C'est le but. On ne peut pas arriver avec des solutions et des clés en main. Mais voilà, si à travers cette discussion, ça peut un petit peu pousser à réflexion à la maison, se remettre en question en tant que parent, l'attitude, justement, être intrusif pendant que notre enfant, même s'il est ado, ou un peu plus ou un peu moins, n'a pas répondu correctement, respecter que c'est son environnement, que c'est l'école à la maison. C'est comme s'il était à l'école. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est très, très important aussi. Amal Hassan, vous êtes formatrice certifiée en discipline positive parents et enseignant à Casablanca. Très bonne soirée à vous, Amal. Merci à toute l'équipe en régie, merci à la réalisation, la production, la doc, toute l'équipe qui travaille avec moi sur On se dit tout. Ce rendez-vous sera rediffusé ce soir à 22h30 et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouvel épisode. Entre-temps, demain, ce qu'on met à votre disposition, c'est le best-of. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Vous êtes sur Médien TV, bien sûr, Médien TV Afrique.